Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté des rumeurs et cette semaine on a eu quand même pas mal de trucs du côté des futurs Ryzen et principalement du côté des futurs Ryzen 7000 X3D. Allons-y, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par VIP-YourCDKey.com. YourCDKey, c'est un site de vente de clés pour des logiciels, mais aussi des jeux, et ils vendent aussi un petit peu de matériel. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, eh bien, ce sont les clés Windows. Et les clés Windows, vous pouvez voir qu'il y en a de plusieurs sortes. Il y a des clés pour Windows 10, mais aussi pour Windows 11. Mais ce qui est important de retenir, c'est aussi que les clés pour Windows 10 permettent également d'activer Windows 11. Ça fonctionne pour les deux. Donc vous voyez qu'actuellement, une clé pour Windows 10 OEM est en vente à 18,70 €, mais si vous la mettez dans votre panier avec le code de la chaîne VC25, ça vous fait une réduction qui vous amène le prix à 14,02 €. Vous pouvez passer ensuite au moyen de paiement et si on a plusieurs choix, personnellement moi je préfère passer par PayPal et une fois le paiement réalisé vous vous retrouvez dans votre compte utilisateur, vous cliquez sur voir la clé secrète et ça vous redirige vers votre clé Windows que vous retrouvez ici. Ensuite il ne reste plus qu'à copier la clé et d'aller dans le centre d'activation de Windows, vous rentrez votre clé ici et vous cliquez sur suivant et votre clé est activée. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Encore une fois un grand merci à YourCDKey pour sponsoriser la vidéo et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par le site pour vos clés avec mon code VC25, ça m'aide aussi concrètement et si vous le faites, je vous en remercie. Et donc on commence comme bien souvent avec les GPU Intel que l'on attend toujours et particulièrement la 770 dont on parle ici, mais Intel continue de faire son marketing dans son coin même si le produit est toujours absent et on n'a toujours pas vu la couleur en dehors de la 380 qui n'est même pas vraiment sortie aux États-Unis ou en Europe, il y en a juste quelques-uns de dispo en Chine jusqu'ici. Mais bref, ça n'empêche pas Intel apparemment de continuer à faire du marketing. Apparemment, ils sont en train de donner des A770 à certains modeurs, des gros modeurs, pour qu'ils fassent des PC custom avec des cartes ARC. Alors après, pourquoi pas. Le gros problème, encore une fois, c'est que on aimerait bien voir ce que ça donne, ces GPU. Et ce serait peut-être bien de les sortir un jour aussi. Mais bon, aux dernières rumeurs, on s'attend toujours à ce que ça sorte aux alentours du mois de septembre, voire octobre. Mais il serait vraiment temps qu'Intel passe la seconde à ce niveau-là. Et en parallèle de ça, Intel nous a aussi parlé du XeSS. Souvenez-vous, le XeSS, le compétiteur du DLSS et du FSR. On n'en avait pas entendu parler depuis un bon moment et c'était censé sortir avant l'été. C'était la communication officielle d'Intel jusqu'ici. C'était pas encore sorti, ça avait même été repoussé dans certains jeux, et même des jeux partenaires, ça avait même été enlevé apparemment à la dernière minute. Enfin bref, encore une fois, au niveau communication, c'est un petit peu la catastrophe. Mais bon, le retour du XeSS, encore une fois, Intel précise bien que ça devrait fonctionner sur tous les GPU du marché. Par contre, ça devrait être aussi plus rapide sur les GPU d'Intel, puisque comme le DLSS d'NVIDIA, le XeSS peut aussi fonctionner avec de l'accélération matériel avec certaines unités à l'intérieur du GPU. Ici, il y a des sortes de Tensor Core également dans les GPU Intel, et c'est pour ça que ça devra aller plus vite avec les GPU Intel qu'avec les GPU des autres marques. Et quand on n'a pas de GPU Intel, eh bien ça devrait fonctionner un petit peu comme le FSR 2.0, et encore on ne sait pas trop exactement ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura une différence de qualité d'image quand on utilise un GPU Intel et un autre GPU? Bon, il y a encore beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Bon, on aura bien les différents modes de qualité, c'est assez similaire à ce que proposent les deux autres marques. Par contre, on devrait avoir un benchmark spécifique de chez 3D Mark pour le XeSS. Après, je vois pas trop l'intérêt, c'est plus intéressant dans des jeux. Sinon, Intel a annoncé également que le XeSS serait présent dans le prochain Call of Duty, qui sort donc le 28 octobre, et également la liste des jeux qui était déjà prévue à la base avec le XeSS, donc bon, on verra si ça finit enfin par sortir. On peut l'espérer, puisque là quand même Intel, faudrait vraiment que ça finisse par sortir tout ça. On passe maintenant du côté de chez Nvidia avec les rumeurs de la semaine sur les specs de la RTX 4080. Alors la fournée de la semaine de chez Copy7Kimi. Bon alors, de ce qu'on entend dire dans les autres rumeurs également, c'est que oui, ils balancent plein de specs différentes. C'est aussi parce que en interne, au niveau des tests, il y a plein de configurations différentes qui sont testées par Nvidia et ses partenaires également. Et bien évidemment oui, on se doute bien qu'au fil du temps, les specs peuvent changer au fur et à mesure qu'on s'approche de la sortie. Par contre, on devrait avoir quelque chose de plus en plus précis, du moins on l'espère. Mais bon, aujourd'hui, pour la 4080, eh bien apparemment, au niveau des specs, pas grand chose qui change par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois, à part de la mémoire un petit peu plus rapide.
et une consommation qui serait plus à 320 watts comme on l'avait vu la dernière fois, mais 340, une hausse de 20 watts, hein, j'ai envie de dire, ça changera pas grand chose. Autre fuite possible en provenance de Chine ici, eh bien apparemment hein, les RTX 4090 seraient bien entrés en production ce mois d'août hein, dans certaines usines en Chine, puisque selon les documents qui ont été fournis ici, eh bien la 4090 apparaît bien sur les listings en production pour le 16 août, au milieu de 3060 Ti et de 3060 également, hein, donc ça continue d'être produit malgré tout, même s'il y a un inventaire absolument délirant qui reste encore à écouler, hein, c'est pas pour autant qu'NVIDIA arrête la production des puces actuelles totalement. Et qu'on soit bien d'accord, hein, ici c'est pas la production de la puce en elle-même, hein, puisque ça se passe soit chez Samsung pour la génération 3000, par contre pour tout ce qui est 4090 et 4080 tout ça, c'est du TSMC, donc ici ce serait plus quelque chose en provenance d'un AIB ou un de leurs partenaires, on sait pas trop. Et apparemment, eh bien oui, hein, la 4090 aurait bien 24 Go de RAM, 3 DisplayPort et un port HDMI, pas de grosse surprise ici, ça reprend plus ou moins les specs que l'on attend depuis maintenant un bon moment. Donc oui, hein, ça veut bien dire qu'on devrait bien avoir de la RTX 4000 avant la fin de l'année, très probablement la 4090, peut-être la 4080, ça on verra bien. Par contre, la 4070, aux dernières rumeurs, hein, il y a de très fortes chances que ça débarque début 2023, mais les modèles moins puissants, eux, ce sera très probablement plus tard dans l'année. En parallèle de ça, on a aussi eu un call à investisseurs de la part d'NVIDIA cette semaine, où ils expliquent bien qu'ils ont bien un problème d'inventaire hein, pour les RTX 3000, et qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent pour liquider ce stock le plus rapidement possible. Alors de ce que l'on comprend de ce qui a été dit ici, hein, faut bien comprendre aussi qu'NVIDIA, quand il fait son call investisseur, bon, ils essayent de présenter toujours ça de la meilleure façon possible, hein, mais on comprend bien qu'il devrait y avoir une baisse de prix sur le reste du stock de la génération actuelle. Et en parallèle de ça, hein, Jensen a également indiqué qu'il parlerait plus de la future génération de GPU de chez NVIDIA à la GTC le mois prochain. Donc on devrait en apprendre plus pour fin septembre environ. Et on continue avec les Ryzen 7000, on continue d'avoir de plus en plus de fuites entre guillemets ou de rumeurs des performances des futurs Ryzen. De toute façon, on devrait avoir plus d'informations dans 3 jours de la part d'AMD. Malgré tout, hein, c'est intéressant de voir un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre. Et ce qui ressort de ces performances pour le 7700X et le 7600X, eh bien c'est qu'en single thread, les performances hein, sont plus ou moins au même niveau que la génération 12 d'Intel à l'heure actuelle, voire de la génération 13, ça dépend des puces, ça dépend des déclinaisons, ça dépend de ce qu'on prend en référence, et il faudra aussi comparer le moment venu à tarif équivalent. Dans l'ensemble, on voit que les Ryzen 7000 ont quand même une belle augmentation au niveau du single threading par rapport à la génération 5000. Et en multicore, si on compare à la génération actuelle d'AMD, on voit par exemple que le 7600X arrive à un niveau de performance similaire au 5800X de la génération actuelle, tout en ayant 2 corps de moins, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et pour le 7700X, on voit que le 8 corps 16 threads ici arrive à un score légèrement inférieur au 5900X et ses 12 corps 24 threads de la génération actuelle, donc là encore une fois, l'évolution est plutôt intéressante. Alors après on n'a pas le 7900 et le 7950, mais bon, si on table sur un x2 par rapport au 7600X et au 7700X, eh bien on voit qu'au final, on pourrait avoir quelque chose de vraiment très proche par rapport au 13900K en multicore, au niveau du score global, malgré le fait que celui-ci est 24 corps 32 threads, tandis que chez AMD on serait sur un 16 corps 32 threads plus classique. Et pour le 7900X, si c'est du 12 corps 24 threads ici, si on fait un x2 par rapport au 7600X, eh bien on voit qu'on pourrait arriver aux alentours des 30 000 points, ce qui là aussi encore une fois l'amènerait vraiment très proche du 13700K. Bien évidemment, le scaling ne sera probablement pas parfait, mais on devrait s'approcher de ces valeurs-là en multithreading sur le haut de gamme. Je pense vraiment qu'Intel et AMD seront très proches l'un de l'autre. Et en single thread, au final, ce sera certes très proche, très probablement à l'avantage d'Intel, mais Intel aura probablement une consommation plus élevée. Après, la grande interrogation, encore une fois, ce sera le tarif, et ce sera ça le plus important. Alors après, il y a d'autres benches qui circulent, je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo, mais dans l'ensemble, tous ces benches qui sont passés, ça dit plus ou moins la même chose. Au final, comme je le dis depuis un bon moment, les 2 nouvelles générations de processeurs, l'un dans l'autre, devraient être relativement proches. Il n'y aura pas de gros mauvais choix entre les deux, ce sera surtout une histoire de tarifs et de plateforme.
Par contre, cette semaine, au niveau des rumeurs, on a aussi eu Moore's Law is Dead qui nous a fait 2 vidéos sur le futur Zen 4 X3D, hein, donc l'évolution du 5800 X3D sur la nouvelle architecture. Et selon lui, selon des benchmarks qu'il aurait eu en provenance de chez AMD, enfin c'est une fuite hein, selon ses sources. Alors il y a plusieurs choses à dire importantes avant de regarder les résultats. Hein. Déjà, c'est que les Zen 4 A0, c'est les modèles de pré-série assez anciens, je dirais, qui sont loin d'avoir les specs finales. En plus de ça, on ne sait pas quel benchmark a vraiment été utilisé, donc c'est difficile à dire, même si on se doute bien que c'est très probablement des jeux, vu les scores des processeurs en X3D ici, et c'est intéressant du coup de voir que le gap de puissance entre le Zen 4 classique et le Zen 4 X3D est plus important au niveau de l'écart de performance qu'entre le Zen 3 classique et le Zen 3 X3D. Sinon, au niveau des performances, et c'est ce à quoi on s'attend depuis un bon moment quand même, les Zen 4 de première génération devraient, selon les jeux, très probablement avoir des performances similaires, voire parfois supérieures, et parfois aussi inférieures, au 5800 X3D de la génération actuelle. Je dirais que là-dessus, il n'y a pas de grosse surprise, il y a vraiment des jeux, comme on l'a vu dans mon test du 5800 X3D, qui bénéficient vraiment beaucoup du cache en plus. Par contre, on voit aussi que ce Zen 4 X3D apparemment offrirait des performances bien meilleures que le Zen 4 classique et même un bon cran au-dessus du 5800 X3D, tout en sachant que ce sont des modèles de pré-série, ça pourrait être encore plus violent que ça. Alors, il explique ça en disant que, oui, la génération actuelle de X3D, c'est un petit peu le bêta test, il y avait beaucoup de limitations, comme par exemple on ne pouvait pas changer la fréquence énormément sur le 5800 X3D, et bien sur cette nouvelle version, le cache serait plus rapide, et en plus de ça, il y aurait moins de limitations par rapport à l'architecture actuelle. L'autre info intéressante qu'il a publiée aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est principalement que ce Zen X3D sur la génération 7000 sortirait début d'année 2023, donc ce serait pas pour fin 2022, faudra peut-être attendre un petit peu plus. Mais on se doute bien que ça devrait arriver assez rapidement, puisqu'AMD a laissé un trou dans la gamme, on l'avait vu. Ils n'ont pas sorti de 7800X sur cette nouvelle génération, ils sont passés sur le 7700X, ce qui veut dire très probablement déjà un tarif moins élevé pour le 8-core 16 threads, et aussi, du coup, forcément aussi pour le 7600X. Par contre, entre le 7700X et le 7900X, il devrait quand même y avoir un gap au niveau du tarif assez important, qui sera très probablement comblé par ce futur processeur en X3D. Donc bon, affaire à suivre et on espère en savoir plus dans maintenant 3 jours. Autre truc intéressant qui est passé cette semaine, Corsair nous a montré un moniteur OLED de 45 pouces en 21/9 qui serait pliable, donc ça veut dire qu'en gros on peut se faire sa courbe d'inclinaison soi-même. Sur les 21/9, avoir un écran incurvé, c'est plutôt sympathique. Et je dirais que c'est plus important que sur des modèles 16/9 classiques. Et donc ici, apparemment, on pourrait l'incliner selon ce qu'on a envie de faire, ce qui est une option intéressante, mais pas non plus absolument indispensable. Pour moi, c'est plutôt gadget au final. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, pourquoi pas, même si ça risque de coûter relativement cher. En plus de ça, c'est un 45 pouces, donc ça doit quand même être un beau bébé, puisque déjà un 34 pouces, ça prend de la place, un 32 pouces aussi, c'est pas exactement la même chose. En 45 pouces, sur un PC de bureau, c'est peut-être un poil trop grand. Enfin, personnellement, je me vois pas acheter ce type d'écran. Et l'autre grosse news de la semaine, c'était l'augmentation du prix de la PS5 en Europe et dans d'autres pays également, puisque chez nous, la console a augmenté de 50 €, ce qui amène son prix pour la version physique à 550 €. Et pour la version digitale à 450 €. Donc une augmentation de 10% du prix de la console 2 ans après sa sortie, c'est quelque chose qui ne s'est absolument jamais vu. 2 ans après la sortie, généralement, c'est là qu'on commence à voir débarquer des modèles slim, des baisses de tarifs, des bundles avec des jeux gratuits entre guillemets, mais pas une augmentation du tarif sec, comme c'est le cas ici. Alors je dois bien avouer que c'est plutôt surprenant, surtout qu'en plus il n'y a pas de hausse de tarifs par exemple aux États-Unis. Ça ne concerne que certains autres marchés. Et pourquoi les États-Unis seraient épargnés alors que tout le reste ne l'est pas? Bon, peut-être qu'aux États-Unis la concurrence de la Xbox est plus sérieuse qu'elle ne l'est dans les autres pays européens où on est plus majoritairement PlayStation que Xbox, traditionnellement je dirais. Après, quel impact ça aura sur les ventes? Probablement pas grand-chose, de toute façon on a vu depuis sa sortie
que la PS5 se vendait à peu près n'importe quel prix, 50 balles de plus au tarif officiel, c'est pas ça qui devrait changer grand chose. Par contre, pour ceux qui ne sont pas spécialement intéressés par les exclusivités Sony, ou qui trouvent justement que la PS5 est maintenant trop chère, eh bien c'est un public qui pourrait effectivement se rabattre plus vers la série X de Microsoft, ou même la série S, qui elle, maintenant, est de plus en plus proche des 250 € la plupart du temps, ce qui en fait une offre beaucoup moins chère, certes moins puissante, mais bon, quand même, c'est un move assez questionnant. On en parlait en stream hier d'ailleurs, et je disais même, le move de génie de Microsoft, ce serait là maintenant par exemple d'annoncer une baisse de 50 €, ce qui amènerait la différence de prix à 100 € entre les deux consoles, ce qui serait plutôt fort au niveau image, mais ce sera très probablement pas le cas, ils n'ont pas vraiment besoin de le faire, déjà rien que le fait que Sony monte le prix et que garde le leur, en soit, ça paraît déjà plutôt positif et ils n'ont rien besoin de faire à ce niveau-là. L'autre question que certains se posent par rapport à cette news également, c'est est-ce que ça a un impact aussi sur le prix des composants sur PC par exemple. Alors, sur PC, j'ai envie de dire côté GPU, on l'a déjà mangé la hausse, on l'a même mangé de belle manière, les tarifs ont augmenté. Les tarifs officiels de la future génération seront très probablement un petit peu plus élevés que sur la génération actuelle. Mais bon, la hausse côté GPU, on l'a déjà connue depuis environ 2 ans. Côté processeur, par contre, on a déjà entendu dire qu'Intel allait monter les prix de ses processeurs pour la fin de l'année, très probablement pour la nouvelle génération. Et en ce qui concerne AMD, jusqu'ici, on attendra de voir les tarifs officiels qui seront très probablement dévoilés maintenant dans 3 jours, donc malgré tout, au niveau du processeur lui-même, je pense que chez AMD, ce sera même possiblement un petit peu moins cher que ce que c'était sur la génération 5000, qui avait aussi fait augmenter les prix à l'époque de belle manière. Je pense que là, AMD ne peut plus se permettre de procéder à une hausse de tarifs aussi importante qu'à l'époque, tout simplement parce que la concurrence, là, est beaucoup plus féroce. Et donc voilà un petit peu ce qui s'est passé cette semaine pour les newsas et les fuitas. Vous avez vu également en début de vidéo qu'il y a maintenant un petit sponsor, alors je sais, pour certains c'est un petit peu pénible, mais bon, faut bien manger, et de toute façon, je mets le chapitrage à chaque fois, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est assez simple de voir où ça se trouve, de toute façon c'est toujours au début de la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!